Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver au cœur du village de l'innovation de ce Hub Forum 2022. Le rendez-vous annuel du Hub Institute, entièrement dédié à la transformation digitale et durable des organisations. Alors vous n'avez pas pu assister aux plénières, aucun souci, retrouvez-nous ici même en direct sur LinkedIn avec le Hub Live qui vous propose en partenariat avec InVibes des zooms sur les conférences en plénière justement. Bonjour Maurice Ndiaye. Bonjour Frédéric. Vous allez bien ? Très bien, et vous? Très bien, merci. Alors vous êtes fondateur et CEO de Stratec Descartes et Moos. Alors d'abord, quelle est votre activité ? Nous sommes effectivement une Stratec et notre mission, c'est d'accompagner les directions générales avec une proposition de valeur technologique et services, conseil en stratégie, pour les aider à dérisquer leur prise de décision dans un monde devenu particulièrement incertain. Très bien. Alors quels sont justement les enjeux de ces directions générales ? Alors, je vais redire des évidences pour démarrer, mais les 18 mois qu'on vient de vivre nous ont confrontés à une intensité de crise qui est sans précédent. C'est-à-dire que tout bouge plus vite et tout bouge en même temps. La conséquence de ça pour une direction générale, c'est que ça rend beaucoup plus difficile le fait de prendre des décisions éclairées au moment où on va allouer des investissements, au moment où on va gérer une stratégie d'innovation, au moment où on va gérer une stratégie tout court, j'ai envie de dire. Et la difficulté, elle est particulièrement intense du fait que on ne peut plus vraiment s'appuyer sur les données historiques. C'est-à-dire que quand on faisait de la stratégie auparavant, et c'est encore le cas très largement, finalement, on avait une relative confiance dans le fait qu'on avait des recettes qui fonctionnaient. L'an dernier, on a fait ça, ça a bien marché, on va refaire la même chose cette année en ajustant peut-être les budgets un peu à la hausse, un peu à la baisse. Tiens, j'ai vu tel concurrent qui a mis en place telle recette magique, donc je vais répliquer sa stratégie parce que j'ai de bon espoir que j'atteigne les mêmes résultats. Ça fonctionne dans un environnement qui est relativement stable finalement. On peut faire une hypothèse du fait que les prix l'inflation va être modérée, le climat est relativement maîtrisé, le risque sanitaire est limité. On voit bien, encore une fois, si on regarde ce qui s'est passé au cours des 18 mois, qu'on ne peut plus partir de cette hypothèse-là. Et donc la conséquence, je pense qu'elle est à deux niveaux. La première, c'est qu'il faut réintégrer une forme d'anticipation beaucoup plus forte dans la prise de décision et dans la façon dont on pense de stratégie. C'est-à-dire qu'il faut systématiquement se poser la question de qu'est-ce qui va se passer après. Évidemment, ça existe, la prospective dans les organisations, mais jusqu'à présent, c'était quelque chose qui était relativement isolé. Et là, c'est quelque chose qu'il va falloir faire revenir dans la prise de décision, et ce, même sur du très court terme. C'est-à-dire qu'on voit là, dans la crise actuelle, qu'à 6 mois, on a très très peu de visibilité. Et le deuxième point, pour terminer, c'est qu'il faut aussi avoir une façon d'appréhender le marché, la compréhension du marché, qui est plus ce que j'appellerais systémique, c'est-à-dire qui est moins en silo, et qui nécessite de s'interroger sur différents paramètres et différentes clés de lecture finalement par rapport à une situation donnée. On ne peut pas regarder uniquement le consommateur ou uniquement le régulateur ou uniquement le climat ou des facteurs exogènes. Il faut essayer de regarder tout en même temps. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'on commence à avoir chez pas mal de grandes organisations une forme de réorganisation, le mot est un peu fort, mais en tout cas de révision du modèle de gestion de la connaissance et de la stratégie. Et donc on a plein de grands groupes en France, aux États-Unis, des groupes plus ou moins, des Reckitt, des McDonald's, des Danone, des Sodexo, des Chanel, etc. Toutes ces boîtes sont en train de repenser la façon dont elles organisent leur connaissance au service de la stratégie. Et est-ce que vous avez un exemple concret ? Alors oui, le sujet que tout le monde a en tête en ce moment, c'est l'inflation. Et je trouve que le sujet de la question de l'analyse systémique, elle s'applique particulièrement bien à cet exemple. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Si on prend une approche traditionnelle, on va regarder une hausse des prix et mettre en face l'élasticité prix pour comprendre la demande des consommateurs. Point barre, on a réglé l'histoire. Puis ensuite, on peut se dire, bah non, en fait, on va rajouter dessus les prix d'énergie. Parce que ça va avoir un impact, par exemple, sur le fait que les gens prennent leur voiture ou pas pour aller faire des courses. Ce qui, en rebond, peut avoir un impact sur la taille des assortiments qu'on va mettre en grande distribution. Et puis ensuite, on peut rajouter un autre paramètre qui est, finalement, les Français, après l'été qu'on vient de passer, ils s'interrogent beaucoup sur le climat. Donc peut-être qu'ils sont prêts à payer un peu plus cher ou à privilégier des produits sustainable. Et puis ensuite, on rajoute dessus l'État
qui va potentiellement mettre en place un bouclier anti-inflation. On ne sait pas quand, combien de temps. Il y a également la stratégie des acteurs économiques et qui sont les entreprises au niveau de leur stratégie prix aussi. Et donc ça crée une espèce d'énorme confusion parce qu'il y a trop de paramètres à prendre en compte et qui bougent en même temps. Donc ça, c'est un exemple très court terme. Et à plus long terme, on a des problématiques plus classiques d'innovation sur, évidemment, quid du métaverse, est-ce qu'on va manger des insectes en 2025, etc., etc. Mais la mécanique est la même, c'est-à-dire regarder de façon complète tous les paramètres qui vont déterminer ou en tout cas permettre d'avoir une compréhension probabiliste sur le fait que tel événement se produise bientôt ou pas et avec plus ou moins de certitude. Alors merci pour cet exemple concret. Mais comment faites-vous face à ces bouleversements chez Descartes et Moss ? Alors, le terme stratèque qu'on utilise pour nous décrire, il évoque un concept très important. C'est-à-dire que le fait de mettre de la technologie au service de la stratégie, c'est pas nouveau, mais jusqu'à présent, c'est quelque chose qui est plutôt utilisé pour l'aval des stratégies, pour l'implémentation des stratégies. Nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre de la technologie au moment de la conception des stratégies. En partant du principe, et je fais écho à ce que je disais juste avant, qu'aujourd'hui, la complexité des marchés est telle que seule la technologie va pouvoir permettre d'appréhender toute cette masse d'informations. Ça ne veut pas dire qu'il faut que de la technologie, mais ça veut dire que la technologie est un élément très important. Donc concrètement, comment ça fonctionne ? Ce qu'on fait, c'est qu'on constitue des bases de connaissances très riches sur tous les paramètres, donc c'est ceux que je citais jusqu'à présent, tous les drivers, on peut les appeler comme ça, qui vont agir sur le marché d'entreprise, réglementaire, financier, technologique, toutes les startups, comportementales au niveau des consommateurs, environnementaux, etc., etc. Et on va essayer de comprendre, donc déjà d'identifier ces paramètres, ensuite de les classifier, donc de les mettre dans une forme de référentiel, et ensuite de les mettre en réseau pour comprendre comment est-ce que ces paramètres agissent les uns par rapport aux autres, de manière à ce qu'à la fin, on puisse avoir une forme de scoring et une forme de quantification de la façon dont un marché va évoluer. Ce qui est particulièrement important quand on veut prendre des décisions et justement dérisquer la prise de décision. Et alors, dernière question, on va se risquer un peu à justement de la prospective. À horizon 2030, comment voyez-vous les problématiques des directions générales ? Alors, plusieurs choses. Déjà, ce qui est sûr, c'est que les crises qu'on rencontre aujourd'hui, elles sont pas amenées à disparaître. La crise climatique, le risque sanitaire, l'instabilité économique, on voit bien que c'est des choses, le risque géopolitique. La crise permanente, c'est plus la crise en fait. C'est ça, donc on voit bien qu'on rentre dans une phase où bon, on peut raisonnablement imaginer qu'à horizon 2030, on aura encore un contexte qui sera particulièrement perturbé. Il y a une chose que je trouve très intéressante dans l'impact que ça a dans la façon des dirigeants de gérer, c'est que ça les oblige à gérer une organisation de façon peut-être un peu moins centralisée, un peu moins monolithique. Ce qui est compliqué, hein, parce que on voit bien que ça peut générer de désalignements, que ça peut générer des difficultés à prioriser, générer de la confusion, mais ce que je pense, c'est que on va voir apparaître des modèles d'entreprise qui vont plus ressembler à des organismes vivants qu'à ce qu'on a aujourd'hui, ce qui est encore finalement l'héritage du XXe siècle. Hein. Quand on voit la plupart des organisations, elles fonctionnent beaucoup comme ça. Quand je dis organisme vivant, c'est au sens où laisser la possibilité d'avoir des actifs, des activités qui vont naître et disparaître de façon peut-être un peu moins concentrée, plus défragmentée. Pour illustrer le propos, je pense que les exemples actuels qu'on a d'entreprises qui fonctionnent déjà comme ça, c'est essentiellement les gros de la tech. Si tu prends un Amazon, un Alphabet, ils fonctionnent déjà sur ce modèle-là. Moi, ce que j'espère, c'est qu'à horizon 2030, on pourra avoir plus d'entreprises qui pourront aussi fonctionner comme ça et que ce ne sera pas uniquement réservé aux puissants géants de la tech américaine. Très bien, merci beaucoup pour ces éclairages, Maurice Ndiaye. C'est moi. Merci. Quant à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous très vite pour une autre interview du Hub Live.